Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre de l'hémicycle dédiée, placée sous le signe du sport. Deux grands événements, soyons chauvins, sportifs, vous le savez, cet automne, la Coupe du Monde de rugby, et puis bien sûr en 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu évidemment à Paris. Quels sont les enjeux économiques, les enjeux politiques? Serons-nous prêts, totalement prêts? C'est des questions qu'on peut se poser. On accueillera dans quelques minutes la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Sur ce plateau, pour commencer ce débat qui s'annonce passionnant, je suis très heureux de saluer Marie-Doa Besancenot, la directrice de la com, de la marque et de la RSE du groupe Alliance, groupe d'assurance, s'il en est, qui historiquement a une image très liée au sport. Marc Wyatt, partenaire, vous êtes anglais, donc je vais le dire en anglais, Partner Head of Corporate Finance Sports Advisory, tout à fait, chez KPMG. Donc vous accompagnez des entreprises pour valoriser leur participation dans le sport, pour mettre en avant leurs valeurs. C'est de tout ça dont nous parlerons tout à l'heure. Je suis évidemment très heureux aussi d'accueillir Philippe Banat, le président de la Fédération française de handball. Bonsoir Philippe. Alors je ne dis pas ça parce que j'ai fait du hand quand j'étais jeune, mais je le dis parce que c'est un sport que j'aime beaucoup et qui, on le verra tout à l'heure avec Franck Ménel, avec le rugby, pour moi en tout cas, pour un néophyte, partage des valeurs un peu en commun, vous voyez, l'abnégation, le combat, des règlements qu'on respecte, un arbitre qu'on respecte. Bon, je ne ferai pas de comparaison avec d'autres sports. Et puis, Eddy Vautrin-Dumaine, le directeur des études Kantar Public, parce que, Eddy, bonsoir, vous avez publié une étude Kantar Public sur les problématiques qui nous intéressent. Celle du sport, celle des retombées économiques, celle des retombées politiques. Marc, je vais commencer avec vous, si vous le permettez. Quand on parle de retombées économiques, on va prendre le sujet par là. Après, on parlera des valeurs, on parlera de l'engagement de la marque, mais en termes de retombées économiques, d'emplois pérennes, quand on a un événement aussi massif que des Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde de rugby, vous avez l'expérience bien sûr des JO à Londres il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres? C'est toujours un peu polémique parce que les chiffres, c'est pas une science exacte, mais pour Londres, quelques chiffres, c'est plus que 100 000 emplois créés. Les études sur la période longue 2005-2017, pour mesurer avant et après, montrent qu'une étude de 17 milliards de livres de retombées économiques. En France, on parle de presque 150 000 d'emplois créés ou plus. Là, on parle d'emplois pérennes? Non, Marc? On parle des pics. OK. Des pics. Et on parle également de l'impact sur la pratique du sport. Après Londres, on a vu l'année après les Jeux, plus que 150 000 personnes ont pratiqué le sport une fois par semaine, plus que d'habitude. Je pense que depuis, ça a un peu retombé, mais c'est aussi l'enjeu économique et pratique, parce que c'est lié. Alors il y a aussi un point qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a l'impression que les JO qui se succèdent, olympiques et paralympiques, transmettent des expertises. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire qui est accumulé par les JO de Londres et qui va peut-être être utile aux JO de Paris. Tout à fait. C'est une demande. Les Français souhaitent que les JO s'autofinancent, que les retombées économiques justifient ces événements. Donc ça nécessite une innovation, mais ça nécessite également ce partage d'expériences de géo en géo. Et ça, c'est encore un enjeu pour les sociétés françaises. C'est un moment de créer un savoir-faire qui peuvent être exportés par la suite. Les grands événements sportifs, c'est un marché de 50 milliards de dollars par an à saisir pour les entreprises françaises qui participent à ces grands événements. C'est-à-dire que ça accroît leur chiffre d'affaires s'ils accolent leur marque à un événement sportif mondial fort. Ça accroît en interne aussi la capacité des collaborateurs à faire bloc autour de la marque, autour de l'entreprise? Oui, il y a tous ces événements, je pense qu'on va aborder sur les plateaux, mais quand on parle de retombées économiques, c'est l'expertise des entreprises, c'est l'héritage, c'est aussi un moment pour les fédérations aussi, on va en parler, d'acquérir une expertise, de changer de braquet. C'est un moment d'innovation. On voit aussi depuis quelques années beaucoup de startups se lancent dans le monde du sport avec les business models rentables et pérennes. Et il ne faut pas oublier que France, c'est quand même une des premières destinations touristiques. C'est un moment aussi de rehausser le niveau, réinventer quelques business models pour redéfinir notre politique d'activité au travers du sport. Alors Marie-Doa, je vais revenir tout de suite vers vous parce qu'évidemment Alliance comme assureur
a un track record très important dans le monde du sport. Hein. Il y a plein de naming, de stades de foot, enfin bon, qui sont logotés avec Allianz. Donc on a besoin de votre expertise et de partager ça. Mais Philippe, juste, bon, les Anglais sont pas super forts en handball. C'est vrai, ils ont bénéficié d'une wild card lors des Jeux Olympiques pour pouvoir nous montrer qu'ils s'intéressaient au sport. Pour la Fédération française de handball, vous êtes sans doute la fédération la plus titrée, hein, femmes et hommes en titres mondiaux, en titres olympiques. On est sur un sport qui est un sport populaire, qui est un sport de masse à l'origine. Est-ce que les valeurs que véhicule le handball sont des valeurs qui intéressent les partenaires, les entreprises et leurs collaborateurs? Oui, ce sont les mêmes que les valeurs olympiques. C'est celles qu'on va retrouver, que tout le monde porte, qu'on veut essayer d'extraire. Le 1er septembre 2024, il y aura au handball 100 000 licenciés de plus tout de suite après les Jeux. Les deux équipes sont championnes olympiques, il y a une histoire, il y a une culture, il y a une transformation. On va avoir à accueillir, ne serait-ce qu'en termes d'économie de l'adhésion, comme le disait Marc tout à l'heure, quelque chose de très fort. Il y a peut-être 2-3 millions de pratiquants qui vont dire on veut consommer du handball, on veut consommer tous les sports, toutes les activités. Chez nous, c'est aussi un rythme, l'olympisme. C'est devenu, depuis les années 90, notre évaluation, notre baccalauréat. Alors on travaille tous les 4 ans, petit à petit, on fait des championnats du monde, des championnats d'Europe. Et puis il y a cette espèce de Graal au-dessus qui rythme tout, qui rythme le marketing, qui rythme l'adhésion, qui rythme l'économie, qui rythme l'intelligence technique et sportive dont Marc parlait tout à l'heure. Il y a là quelque chose qui te donne un tempo dans un sport comme le nôtre. Mais tu as raison. Après les Jeux, il y a cette idée de quelle valorisation, quelle valeur as-tu porté? Est-ce que tu es capable de valoriser de la performance durable pour des entreprises comme Allianz qui travaillent là-dessus? C'est un vrai sujet. Philippe, une question supplémentaire. Le handball, pour moi, il a une image, j'allais dire, il est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire que c'est à la fois un sport qui, dans l'inconscient collectif, appartient au monde de l'amateurisme. C'est un sport de masse, je le disais. Tout petit, ma génération, on jouait au hand, parce qu'il y a des terrains de hand un peu partout. Et en même temps, c'est un sport qui est ultra professionnel. Les grandes stars de l'équipe de France sont des professionnels. L'équipe de France joue dans les plus grands clubs européens de handball. Est-ce que vous êtes vigilant sur le fait qu'il ne faudrait pas, mon cher Philippe, que l'un prenne le pas sur l'autre? Garder les pieds par terre avec des racines bien dans le sol et la tête dans les étoiles le plus haut possible, être des accélérateurs d'énergie. Oui, on continue à s'occuper des gamins pour que la pédagogie soit bonne, pour que les valeurs, la lutte contre les violences, tout ce qu'on voit en ce moment, ça c'est notre job d'éducateur et on doit continuer à le faire. Mais après, on travaille avec des tas d'acteurs économiques autour de la table, avec créer des sociétés commerciales, innover, ne pas rester sur nos modèles économiques qui vont ne pas certainement nous faire aller beaucoup plus loin que 2024. Il faut anticiper 2024, il faut vivre les Jeux avant les Jeux et préparer l'après-Jeux. Alors, Marie Doha, Allianz, j'allais dire, vieille histoire de racines avec les Jeux Olympiques. En quelques mots, retracez-nous un peu le parcours, l'accompagnement d'Allianz en direction des Jeux Olympiques. Et qu'est-ce qui vous intéresse? Quelles sont les valeurs? Parce que je le rappelle, vous êtes directrice de la com, mais aussi de la marque et de la RSE, c'est-à-dire que ça a un impact aussi en interne pour les collaborateurs d'Allianz. JO et Allianz. Absolument. J'ai envie de dire, le partenariat avec les Jeux Olympiques, il n'est possible que parce qu'il y a un ADN et une histoire commune avec le sport en général qui précède cet engagement olympique. C'est-à-dire que c'est d'abord une histoire de business, bien sûr. Donc le monde du sport, on le connaît bien parce qu'on l'assure. Donc les fédérations, les clubs, on couvre plus de 1 million de licenciés en France. Donc c'est un monde qu'on connaît. On l'assure de différentes manières. Et donc on a fait ce choix chez Allianz au niveau mondial. C'est pas propre à Allianz France d'associer notre image au monde du sport davantage qu'à celui de la culture ou d'autres, par exemple. Donc c'est un choix vraiment délibéré depuis très longtemps. Alors l'histoire avec les JO, en France, on a déjà une première expérience d'accompagnement des JO puisqu'on était partenaire du CNOSF entre 2012 et 2016. Donc on a vécu Londres, la grande aventure de Londres, mais Sochi aussi. Et là, on est partenaire du comité olympique et paralympique sur une période de 8 ans, donc jusqu'en 2028. Donc on a vécu Tokyo, on a vécu Pékin, on a Paris et on vivra encore Milan Cortina et Los Angeles. Alors, je disais RSE parce qu'il y a un truc qui m'a fasciné, et ça mériterait que vous le développiez un tout petit peu, c'est ces Olympiades internes. Non mais, Olympiades internes, alors si j'ai bien compris, ça existe depuis 3 décennies. Ça existe depuis très longtemps, Depuis 30 ans. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne, c'est-à-dire que ce sont les Jeux Olympiques pour toutes les filiales du groupe? Exactement. C'est
un acte de foi, d'alliance dans le sport, dans l'idée que ce n'est pas uniquement des partenariats de marque, mais que ça se pratique. Et c'est un vrai acte de foi dans le pouvoir fédérateur des collaborateurs. Et c'est quelque chose que les collaborateurs connaissent. Moi, je vois quand je recrute des personnes, c'est quelque chose dont on parle lors des entretiens, la pratique du sport en entreprise. Et donc ça, c'est vraiment le top du top, parce que ça a lieu. Donc nous aussi, tous les 4 ans, on se prépare. On a envie de gagner, on a envie d'aller chercher des médailles, parce que chaque pays veut aller en attraper. Et donc ça s'organise. Donc les prochains sont à Paris. On va accueillir les prochains Allianz Sport à Paris 2026. Les derniers étaient à Barcelone. C'est vrai que ça concerne des disciplines différentes? Comment ça se passe? Alors on avait 14 disciplines avec un nombre infini d'épreuves. Les derniers à Paris, c'était en 2006, à l'INSEP, donc, qui a l'avantage de pouvoir permettre de pratiquer toutes les disciplines. Et on avait 650 prétendants français, 115 qui finalement sont allés concourir à Barcelone au dernier. Et donc si on additionne toutes les filiales, en 2026, on aura 1700 collaborateurs. Ça, c'est un vecteur de santé, de cohésion interne? De motivation, en fait, mais surtout il y en a qui se mettent au sport exprès pour pouvoir concourir, ou alors qui se remettent au sport pour être toujours au niveau dans 4 ans, et puis aussi qui aiment concourir face à des collègues d'autres pays. Donc c'est un vrai levier de cohésion. Eddy Vautrin-Dumaine, quand j'écoute là ce premier tour de table, peut-être que l'étude de Kantar peut l'illustrer, j'ai l'impression, j'entends les entreprises qui accompagnent pour du business, pour des cohésions internes, des fédérations, des sports. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de gagnant-gagnant entre l'entreprise, telle que Marc la décrivait, ou le partenariat historique d'Allianz, du gagnant-gagnant entre l'entreprise et le sport, ou alors j'exagère un peu? Non, complètement. Je pense qu'on peut complètement le dire. Et ce gagnant-gagnant, il s'illustre sur plusieurs dimensions. La première dimension, et elle est capitale parce que vous disiez, quand on parle du sport, ce qui est important, c'est d'être légitime pour parler du sport. Et c'est justement la question qu'on a posée aux Français lors d'une enquête qu'on a réalisée en exclusivité et pour ce soir, auprès de 1000 personnes, pour justement aller regarder au sein de cette population-là, est-ce qu'il y a des différences ou pas? Et lorsqu'on leur demande justement, est-ce que les entreprises, elles devraient davantage promouvoir le sport et les valeurs en termes de performance au sein de l'entreprise, ce que nous disent les Français qui s'expriment, c'est un oui franc et massif. Aujourd'hui, on a les 3/4 des Français qui considèrent que les entreprises, elles sont légitimes. Pourquoi est-ce qu'elles sont légitimes? D'abord, et c'est notamment le cas pour les cadres, parce que ça fait écho à des qualités qui sont bien vues dans le monde du travail, le dépassement de soi, mais aussi le travail collectif. Et ça, c'est extrêmement important. Oui. Le deuxième élément, c'est aussi parce que c'est une manière de prendre soin de ses salariés, au-delà de créer du collectif et de créer de la performance, c'est aussi un moyen d'assurer leur bien-être, de leur fournir la possibilité de gérer leur stress, de travailler en équipe, d'écouter l'autre, d'être attentif aux signaux et d'être capable d'apporter une réponse commune. Donc oui, les entreprises, elles sont totalement en ligne pour parler du sport, pour mettre le sport au cœur de l'entreprise. Elles y gagnent. Elles peuvent avoir un discours de transparence là-dessus parce qu'il n'y a pas de dissonance cognitive. Et en même temps, les salariés, peu importe leur statut, ont vraiment le sentiment, ce qu'ils nous disent, que c'est une action bienvenue en termes des RSE, de qualité de vie au travail, de gestion du stress. Marc Wyatt, vous êtes anglais, donc vous allez avoir un regard forcément un peu plus dur que les Français sur l'organisation. Vous conseillez chez KPMG beaucoup d'entreprises dans ce lien très important entre les partenariats. Parce qu'on a besoin de faire du business aussi quand on fait du sport, parce qu'on a besoin d'investir dans le sport. Mais est-ce qu'on est, d'après vous, tout à fait prêt? On parle beaucoup de questions de sécurité, de difficultés à recruter des gens en ce moment. Il paraît que c'est un sujet. Est-ce qu'il y a des entreprises qui viennent vous voir ou au contraire des pouvoirs publics qui vous disent, bon, aidez-nous, parce que là, il y a un sujet? Je pense que c'est un sujet qui était flashé très, très en amont. Même au moment du bid. Donc pour moi, c'est un sujet certes qui a son importance, plus avec quelques événements par un passé récent qui sont mal passés. Mais je pense que la France est tout à fait prête. Là, vous parlez de la finale de la Champions League au Stade de France. Exactement. Voilà. On a désigné les Anglais, nous les Français. Exactement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un sujet prioritaire qui, à mon avis, je ne suis pas dans les cercles intimes sur les sujets, mais qui est totalement maîtrisé, vu les enjeux pour cette année et l'année prochaine. Voilà, on va marquer une première pause dans ces rencontres de l'hémicycle dédiées à la Coupe du Monde de rugby, aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour accueillir la ministre de la Jeunesse, des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéran. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Chaque lundi et jeudi sur l'Hémicycle TV, retrouvez On se dit tout.
Une émission animée par Arnaud Ardouin qui accueille des décideurs engagés pour mieux les connaître et appréhender ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre, de s'engager et de faire bouger les lignes. Ils nous livrent leurs réflexions sur les grands enjeux qui font la société, écologie, parité, handicap, égalité des chances, mais aussi leur regard sur la vie politique. On se dit tout, chaque lundi et jeudi sur l'Hémicycle TV. Voilà, de retour pour les rencontres de l'Hémicycle, donc sous le signe de la Coupe du Monde de rugby, des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Je suis très heureux évidemment d'accueillir Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Madame la ministre, soyez la bienvenue. Merci On a commencé beaucoup. sans vous à débattre oui, c'est très bien. des enjeux politiques, des enjeux économiques. Est-ce que vous avez senti de l'optimisme? De l'optimisme et des questions, Madame la ministre. Et des questions. Alors, je vais vous en poser quelques-unes et vous allez voir qu'elles sont empreintes d'optimisme, justement. Est-ce que vous considérez que là, aujourd'hui, avec le contexte social qui est le nôtre, on est prêt, on va être prêt, il n'y aura pas de soucis, tout se passera bien? Il y aura des soucis, il y aura quelques cheveux gris, il y aura beaucoup d'efforts, des nuits courtes, des week-ends chargés, mais on va y arriver. À ce stade, on est dans nos temps de passage, extrêmement lucide sur ce qui reste à faire. Les dimensions de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques, moi j'en vois 4 grandes, arriver à délivrer l'organisation la plus irréprochable possible. Sécurité, transport, respect des engagements écologiques, maîtrise des budgets, avoir sur les engagements sociaux que nous avons pris, une bonne tenue de tout ça, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'arriver, et ça c'est la ministre des Sports qui parle, arriver à aider nos athlètes à être prêts le mieux possible pour le jour J. Il n'y aura pas de belle fête populaire si on n'a pas aussi beaucoup de médailles et des athlètes en super forme. Embarquer tous les territoires. Moi, j'étais cet après-midi avec Région de France. Il y a une attente des territoires de bénéficier de ces grands événements et puis d'arriver à léguer un héritage qui soit utile, qui soit durable pour la nation, que les Français se disent c'était quelques semaines de bonheur, mais en plus, c'est une trace laissée qui a bougé les lignes, qui a permis d'améliorer la vie des habitants de la Seine-Saint-Denis et de rendre le sport, on va dire, plus central dans notre société. Qu'est-ce qui vous soucie le plus aujourd'hui, là, ce soir? C'est la la question de la sécurité, la question des travaux dans Paris dont on ne voit pas la fin, la question des infrastructures, la question des financements, où tout ça est sous contrôle et ne vous attire pas plus de soucis ou de cauchemars que ça? Je pense que sur les 4 dimensions que j'ai évoquées, on est vraiment dans nos temps de passage. Donc, sur la sécurité, on est très à la tâche. Le ministre de l'Intérieur a programmé les forces de sécurité, police, gendarmerie. On travaille avec Olivier Dussopt sur le plan de recrutement d'agents de sécurité privés. C'est difficile, il faut vraiment faire feu de tout bois, mais on progresse et on progresse assez vite. Sur les transports, on n'a pas de retard sur la livraison de la ligne 14 qui va être l'axe absolument central au nord vers Saint-Denis-Pleyel, l'extension au sud Orly. Tout ça est pour l'instant dans les temps. On a aussi EOL, le RER E, où là, on travaille sur l'extension entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre. Donc, on est là aussi dans les temps de passage. Sur les budgets, on a fait la révision pluriannuelle. On a un petit dépassement qui a été acté, qui était de 10%, dont 5% d'inflation. C'est mieux que Londres, à la même époque, qui était à plus 16% sans inflation. Je regarde mon voisin anglais. Donc, non, je veux dire, il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas une après-midi à perdre. Mais pour l'instant, so far, so good. Le contexte social, je ne veux pas éluder la question, il est difficile. On sait que notre pays vit un moment complexe. Ça ne nous a pas échappé, les hashtags qui ont pu circuler récemment. Oui, notamment, s'il n'y a pas de retrait de la réforme, eh bien, on va bloquer les chantiers d'infrastructure. Vous avez vu tout ça, madame? Moi, j'ai vu ces quelques expressions-là. Et ce que je crois, c'est que il faut vraiment se rappeler que ce n'est pas les jeux du gouvernement, ce n'est pas les jeux de l'État, c'est les jeux d'un pays. Et c'est les jeux de 15 000 athlètes qui rêvent de ça depuis qu'ils sont tout petits. Et donc, jouer contre les jeux, c'est jouer
contre ces athlètes, contre les associations sportives, contre nos fédérations. Et c'est joué d'ailleurs aussi contre notre jeunesse qui a besoin d'être inspirée par ces athlètes. On sait qu'à un moment où il y a cette sédentarité, cette forme d'addiction croissante aux écrans, le sport est encore une des choses qui les fait tenir debout, qui les divertit, qui est bon pour leur bien-être, leur santé, leur confiance en eux, leur épanouissement. Tout ça, les Jeux vont nous y aider et je crois que les Français attendent ce moment et sont derrière cet événement, le seront. Voilà, il y a des difficultés sociales, on va les traiter. Il y a un dialogue social, on travaille beaucoup avec les partenaires sociaux autour de ces chantiers des Jeux olympiques et paralympiques. On a d'ailleurs pris des engagements sociaux qui sont forts en matière d'insertion des publics éloignés de l'emploi, en matière d'accès des TPE, des PME, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et les Jeux, il faut se rappeler que c'est 150 000 emplois mobilisés, que c'est la capacité d'avoir un certain nombre de retombées. J'évoquais tout à l'heure les attentes des régions qui sont compétentes en matière de développement économique, de transport. On sait que, par exemple, l'université d'Oxford, pour les Jeux de Londres, avait estimé que ça avait été une création de richesse de plusieurs milliards d'euros pour l'économie britannique et les territoires, de manière à ce que ça ruisselle et de ça. Donc on a besoin de tout ça, et surtout on a besoin d'un peu de bonheur. Le sport est une des dernières épopées qui nous en donne encore beaucoup. Philippe Bana, quand on s'est parlé, qu'on a préparé ce plateau, on s'est dit, bon, la société française est fracturée. D'ailleurs, la ministre ne passe pas à côté de ce constat. Et le sport, j'aime bien le verbe que vous utilisez, peut raccommoder. Alors, avec un sport comme le handball, qui est un sport de masse, de collectif, de combat aussi, quel rôle le sport peut jouer pour raccommoder les fractures ou recoudre les fractures qu'on voit quand même dans ce pays de manière assez criante? Les gens ne s'engagent plus, on a besoin de donner une raison d'être à notre jeunesse, d'adhérer, aller dans un club, passer du temps, militer, travailler. Aujourd'hui, on a réellement besoin de montrer cette capacité de nos clubs, à fabriquer, encore une fois, un engagement. L'héritage, il est immatériel, celui-là. Nous, on doit diversifier, on doit parler à toutes les cibles. Qui va faire jouer ensemble les riches, les pauvres, ceux de gauche, ceux de droite? Qui va agréger, qui va défragmenter, qui va rassembler sur le même terrain? Le sport, tout simplement. La France a besoin du sport. Une équipe de France. Aussi. Une équipe de France et une équipe de France unifiée, olympique et paralympique. Je pense que c'est un des marqueurs forts dans la manière dont on a vu, conçu, construit ces Jeux jusqu'à présent. L'idée d'être tous ensemble derrière un même drapeau et un même emblème. Marie Doha, on parlait tout à l'heure de ce truc que j'ai découvert, je vous assure, je l'ignorais, les Olympiades internes depuis 30 ans chez Allianz, mais à côté de ça, donc j'allais à côté de l'engagement d'Allianz pour ses collaborateurs, il y a aussi ce que fait Allianz, qui s'appelle Team Allianz, je crois, où vous sponsorisez, vous accompagnez financièrement 10 athlètes, 8 athlètes. Expliquez-nous aussi ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous voyez, Allianz, pour beaucoup de gens, c'est le naming, quoi. Enfin, j'exagère, mais beaucoup. C'est Nice et la Riviera, c'est Nice, notamment. On est très fiers de l'Alliance Riviera. Non, mais bien sûr, mais parlez-nous de ce Team Allianz, parce qu'il n'y a pas que ce que vous faites en interne, l'engagement d'Allianz pour ses collaborateurs, pour ces femmes et ces hommes qui travaillent dans toutes les filiales. Il y a aussi cette idée qu'il faut aussi être compétitif, parce que la France a besoin d'être fière de ses champions. Ah ouais, clairement. En fait, alors en effet, cette Team Alliance, elle existe depuis qu'on sait qu'on a un partenariat amont avec les Jeux Olympiques. Et comme on a commencé avec des régions un peu lointaines, on s'est dit tout de suite comment est-ce qu'on l'incarne pour nos collaborateurs français, parce que Tokyo et Pékin, c'était loin, en plus en plein Covid. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on le rend concret pour nos collaborateurs. Et donc on a en effet choisi 3 athlètes qui sont des athlètes archi confirmés, Clarissa Migueliou, Michael Jérémias, Loïc Pietri, des champions olympiques qui ont déjà traversé les épreuves, qui savent ce que c'est que de se préparer, etc. Et puis des tout jeunes qui avaient vraiment 17 ans, olympiques et paralympiques, on l'a organisé de manière paritaire, et avec des nouvelles disciplines qui font un peu rêver les collaborateurs, le breakdance, le surf, etc. L'idée de cette Team Alliance qu'on a voulu et qu'on veut toujours délibérément resserrer, c'est vraiment cet esprit familial. C'est qu'ils se rencontrent entre eux, qu'il y ait évidemment de la transmission entre ceux qui sont expérimentés et ceux qui ne le sont pas. Et nous, on propose aussi du coaching sur comment on affronte les médias lorsqu'on a 17 ans, 18 ans, qu'on se met, comment on gère les réseaux sociaux, etc. Et surtout, ils nous permettent de raconter l'histoire tout au long de l'année aux collaborateurs. Donc les blessures, les échecs, il y en a eu. Il y en a eu au ski, il y en a eu en vélo. Et donc les collaborateurs
expérimentent ce que c'est qu'une préparation avec ses hauts et ses bas, et sur le long terme, puisque lorsqu'on a signé avec eux, c'était il y a 4 ans, on savait que pendant 4-5 ans, on allait continuer à vivre leur quotidien. Marc, je voulais aussi vous poser cette question. Vous conseillez au plus haut niveau des entreprises chez KPMG. Qu'est-ce que recherchent le plus les entreprises? Parce qu'il y a cette double expérience chez Allianz que j'ai mis en exergue. C'est d'accompagner en interne et de s'engager pour ses collaborateurs autour d'événements sportifs comme les Jeux Olympiques, Paralympiques ou la Coupe du Monde de rugby, nous en parlons tout à l'heure avec Franck Ménel. Ou alors c'est si on peut accoler notre image, notre marque à celle de champions qui vont avoir une visibilité, c'est plus important. Je fais écho et le remarque dans cette période post-Covid, télétravail, pour KPMG et pour beaucoup d'autres entreprises, c'est trouver des liens entre les collaborateurs, attirer les talents, les jeunes qui ont d'autres prismes que d'autres générations. Le gouvernement a mis en place une loi pour encourager les entreprises, à encourager les salariés à pratiquer le sport avec l'exonération des charges sociales de certaines activités sportives. Je vous salue pour ça. Mais le sport sacré, c'est la passion, c'est de l'émotion, c'est une identité, c'est une fierté. Et même sous l'impulsion de notre présidente, Marie Guillemot, KPMG s'est transformé en mission à entreprise, avec plusieurs axes d'RSE. Donc le sport pour nous c'est du quotidien. Il y a quelques semaines on était plusieurs centaines sur le sommet de Paris. Cette semaine on sponsorise le croisière des decks. Dans quelques semaines il y a une course à pied sur la Défense pour une œuvre caritative, course pour Margot. Donc il y a plein de choses qui font le quotidien. Mais aussi, c'est pour communiquer aussi les choses, les valeurs qui sont importantes. On parlait de parité. Les premières géos à Paris, il y avait 22 femmes. Et vous avez pris l'engagement en France, et je vous salue. C'est le premier géo qui va être vraiment paritaire. Ouais. Et c'est important. Donc, c'est les entreprises en interne de trouver ces valeurs, ces associations au travers du sport pour les choses qui sont vraiment importantes pour l'ADN des entreprises. Madame Ligny, je vais vous faire commenter cette affaire de parité qui est très importante, mais je voudrais me retourner vers vous, Eddy. Je regardais dans les slides, on est en plein dans le sujet. Les entreprises ont toute la légitimité à promouvoir le sport et ses valeurs justement au sein de l'entreprise. C'est l'une des conclusions de votre étude. Complètement, et c'est notamment le cas des cadres. Ce qui est intéressant de constater, encore une fois, c'est que y a vraiment le sentiment que l'entreprise, quand elle fait ça, elle pense à ses salariés. Et pour les salariés, lorsqu'ils font du sport, ils nous disent qu'ils le font pour eux, ils le font pour se sentir bien, pour améliorer leur santé, pour contrôler leur poids, pour s'amuser aussi. Et lorsque l'entreprise, elle parle du sport, non seulement elle met un sujet commun, où il y a du consensus, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, au milieu de la table, et en plus, elle promeut des valeurs qui vont être bénéfiques et qu'on pourra utiliser soi-même au travail, la gestion du stress, la capacité à gérer le collectif, à se faire écouter, et en même temps, ça permettra aussi de pouvoir se réaliser dans son entreprise. Donc, il y a vraiment ce sentiment que l'entreprise, en promouvant le sport et ses valeurs, elle est vraiment dans une logique qui est transparente. Ce qui n'est pas le cas sur un certain nombre de sujets. L'action de l'entreprise dans la matière, elle pourrait être questionnée. Est-ce qu'il y a un intérêt caché derrière? Pour le sport, ce n'est quasiment jamais le cas, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on peut vivre. Et le fait qu'on puisse le vivre de manière collective ou individuelle, c'est fondamental justement dans ce rapport au sport et à l'entreprise. Amélie Oudéa-Castéra, donc sur l'affaire de parité, qui n'est pas une affaire. Oui, Marc a raison, ça sera une grande première. Absolument, Alors, c'est un des grands marqueurs de ces Jeux. Oui. Alors, expliquez-nous un peu comment vous avez, je ne sais pas si c'est imposé, convaincu, entraîné derrière vous, le fait qu'on parle souvent de parité et parfois on l'oublie un peu en cours de route. Là, on va avoir ce marqueur très fort dans les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Il y a eu des réticences, ça a été difficile à mettre en place. Il y a des fédés qui ont traîné les pieds. Non. En fait, c'est une discussion que le comité d'organisation de Paris 2024 a avec le CIO d'un côté et les fédérations internationales autour de la définition des quotas par discipline qui permettent de se qualifier aux Jeux. Et après, tout s'enchaîne avec l'organisation des TQO, tournois qualificatifs olympiques. La prochaine étape, ce sera d'être aussi paritaire sur le volet paralympique des épreuves. Mais on a côté olympique maintenant un tel réservoir de femmes extraordinaires et d'équipes féminines. Philippe, avec ses handballeuses, le sait bien. C'était un minimum. Nous, patrie d'Alice Milia, qui a inventé les premiers Jeux féminins en 1922. Oui.
On parle trop souvent de Coubertin, Oui, pas oui, assez oui, mais d'Alice vous avez raison, Media. parce que... C'est parce que- formidable, oui, parce non, et qu'on c'est a- un des très beaux marqueurs. déjà. Alors, je voulais aussi profiter de votre présence pour vous poser une question plus personnelle. Parce que vous avez un parcours tout à fait particulier. Vous avez été une très bonne joueuse de tennis. Mhm. Vous êtes aujourd'hui en responsabilité dans un ministère où, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez émergé, quoi, pour des raisons diverses et variées. Est-ce que lorsqu'on est compétiteuse ou compétitrice, je ne sais pas comment on dit, hein, je fais attention à l'écriture inclusive, hein, bon. Quand on est compétiteuse, est-ce que ça sert dans son parcours difficile quand on fait de la politique? Ce n'était pas votre milieu d'origine. Sans doute. Sans doute. On s'entraîne, on est Non, habitué mais à prendre des coups, à avoir des contre-performances. Je rigole parce que la vérité, c'est que le job est tellement exigeant que, en fait, il faut se comporter un peu comme un athlète de haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut faire hyper attention à son sommeil, son alimentation, la gestion de son temps. C'est difficile. Alors que dans la vie, quand on a un peu quitté ces années d'extrême recherche de performance, etc., on a plutôt envie, voilà, de profiter un peu, d'avoir justement du temps un peu gratuit. C'est très difficile. Voilà. Dans les fonctions que j'ai aujourd'hui, je vois que dès que c'est pas impeccable sur ces registres-là, tout de suite, je paye les frais, quoi. Donc c'est, en ce sens, oui. Et après, je pense que, bien sûr, les valeurs qu'on nous inculque et qu'on construit quand on fait du sport jeune, le goût de la discipline, l'envie de progresser. Et je pense qu'il y a un truc hyper important, c'est de se dire l'envie que les autres vous fassent progresser, vous disent ce qui n'est pas bien, et hop, d'essayer d'ajuster, d'apprendre assez vite. Et vous je pense que écoutez, c'est cette vous entendez, boucle-là. oui, oui. Et Quand moi, on vous j'aime le dit, bien oui. qu'on Qu'on vous me challenge. rentre dans le chou et qu'on me dise, ben non, ça, c'était pas bien, il fallait pas le faire, ou c'était pas comme ça. Et d'avoir cette boucle apprenante. En fait, c'est une des choses les plus amusantes. Et c'est un truc qu'on apprend dans le sport, parce que dans le sport, le geste technique ou la performance athlétique s'améliore toujours. On est toujours dans cette logique un peu d'incrémental, d'un coach qui vous fait un retour, puis vous essayez d'ajuster. Voilà, trouver arrête vos de choper marques ton revers et fais du voilà, lift et plutôt, tu lift, vas gagner plus de et matchs. ce plan de frappe, Philippe il faut Bana, qu'il passe. vous avez été directeur technique du handball. Alors, je voulais aborder ce point-là aussi parce que ça intéresse les entreprises. Vous avez été directeur technique il y a 20 ans. 20 ans. Donc vous avez vu l'évolution du handball. Vous avez eu aussi l'évolution des partenaires qui accompagnaient le handball. Est-ce que vous diriez que ces partenaires sont d'autant plus nombreux que la technique, les progrès, les succès sont importants et que donc les coupes tombent dans la main, champion du monde, champion olympique? Vous avez beau organiser de la performance durable, et nous, on a la chance d'avoir organisé un système mixte, paritaire, qui fabrique de la performance durable. Aujourd'hui, la société et les entreprises demandent aux fédérations autre chose. Gagner est une chose. Aujourd'hui, on a besoin d'exprimer des valeurs sociétales. On a besoin de raconter une histoire à la société qui soit une histoire vraie. C'est une histoire d'éducation, une histoire de santé, Amélie l'a dit tout à l'heure, des valeurs portées, de la lutte contre les violences, et tout ça. Aujourd'hui, je pense que l'Alliance le demande à ses partenaires fédéraux, et en nous disant, mais dites donc, vous faites quoi en vrai? Donc on a ce devoir, nous, de diversification, de fabriquer des véritables programmes éducatifs et de santé qui convainquent aujourd'hui les entreprises de nous rejoindre. Quand un partenaire vient vous voir, quand une entreprise veut adosser son image à celle du handball successful en France, vous dites quoi? Vous dites, quelles sont vos valeurs avant que je vous réponde? Avant, on disait beaucoup, voilà ta place sur ton maillot et ça vaut tant. Ça, c'est les années avant qu'on ait d'argent, nous. Et aujourd'hui, on arrive à l'idée de dire, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous racontez à la société? Comment vous parlez aux anciens? Comment vous parlez aux gamins de l'école primaire? Comment vous engagez pour vos collaborateurs? Comment vous engagez pour vos collaborateurs? Quelle est votre politique RSE dans votre siège? Et je pense qu'Alliance peut en témoigner. Aujourd'hui, c'est une demande réciproque et on construit les opérations marketing et les stratégies marketing avec ces idées-là en début. On raconte une histoire, après on regarde si le prix des surfaces vaut quelque chose. Mais les gens attendent autre chose. Marie-Doa, c'est ça Je on vous confirme. fait passer un entretien, un grand oral, alors pas de que ça l'ENA, marche mais dans on vous les fait deux passer un sens. grand oral pour vous demander quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous venez faire dans ce sport? Je pense vraiment qu'en termes de valeurs, ça marche dans les deux sens. Il y a une vraie réciprocité et on se rencontre, en fait, on se trouve, en général, c'est ça. Alors évidemment, je vous rassure, le sponsoring, c'est quand même quelque chose de très cadré. Donc la marque sur le maillot, ça a toujours un prix très défini selon le classement
ça reste. En revanche, c'est vrai que si je prends l'exemple de deux clubs qu'on soutient depuis très longtemps, qui sont deux clubs niçois, un de foot et un de rugby, le Stade niçois et l'OGC Nice, bon, ben, clairement, là, ce qui nous intéresse avec eux cette année, c'est d'organiser des camps, c'est de Move Now Camp avec des jeunes, et pour les mener au sport, pour les initier au rugby, pour encourager la mixité dans leur club, etc. Et ça, on leur demande. Donc nous, on est très, très preneurs. C'est des activités qu'ils ont développées, mais ils savent que s'ils continuent à les développer, nous, on peut les aider à aller encore plus loin, puisque ces journées, on les finance, hein, on les sponsorise, mais ça leur permet eux aussi de toucher encore plus large. Mais vous avez des feuilles de route de négocier avec les clubs que vous accompagnez. Par exemple, l'OGC Nice aujourd'hui, c'est le dernier club de football. Bon, c'est pas en Champions League, c'est une petite compétition européenne, mais c'est le dernier club français qui est encore en compétition européenne. Est-ce que quand vous signez un partenariat au-delà des valeurs que vous partagez avec le sport que vous accompagnez, vous dites, bah, nous, on aimerait bien quand même que dans 2 ans, dans 3 ans, vous en soyez là ou vous gagnez une coupe. Sûr. Oui. Non, mais bien sûr, ça, je pense que ça reste. C'est important quand même. Bien sûr. Oui, ça reste quelque chose d'important, mais en même temps, beaucoup d'entreprises qui sont avec nous aujourd'hui nous disent mais on va faire des activations, et c'est ce qu'elle racontait tout à l'heure, on va activer quelque chose de concret sur le terrain, avec vous, pour les jeunes filles, pour les quartiers en difficulté, pour les écoles. Aujourd'hui, non seulement le partenaire est là pour être visible, c'est sûr, mais il veut avoir un vrai rôle sociétal. L'entreprise, elle n'est pas là juste pour mettre son nom, elle est aussi là pour dire qu'est-ce que je suis dans la société avec le sport. Marc, vous avez senti cette évolution? C'est-à-dire une grande fédération sportive qui cherche des partenaires a besoin de partager les valeurs de cette entreprise, voire les engagements que cette entreprise prend avec ses collaborateurs, la place des femmes dans l'entreprise, la place des hommes, la place des personnes à mobilité réduite. Ce sont des demandes nouvelles? Ah oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et ça va dans les deux sens. En quête d'image et de partage de valeurs, mais qui pose aussi des problématiques dans le monde du sport. Parce que par le passé, il y a des scandales au niveau des joueurs, au niveau des clubs, dans d'autres domaines aussi. Et c'est cette évolution dans le monde sportif qui est en train d'évoluer avec plus d'éthique. Et les gens cherchent les partenaires entreprises, sportives, fédérations qui sont compatibles. Et c'est là où les deux mondes partagent cette évolution d'éthique et de gouvernance. Et je pense que c'est important pour nous, KPMG, aussi de faire évoluer les deux mondes et aussi de faire rencontrer... C'est-à-dire que l'évolution des gouvernances dans les grandes fédérations en France est le signe que quelque chose est en train de bouger et est en train de changer. Oui, parce qu'il y a cette proximité entre le monde fédéral et le monde du privé. Les budgets et les subventions ne cessent pas de baisser, c'est un constat, mais le secteur privé peut intervenir et c'est aussi les sujets sur lesquels beaucoup de fédérations travaillent. La création d'une société commerciale pour augmenter les recettes, pour financer. Donc, dans ce monde de partage, c'est un partage des valeurs, c'est un partage financier, c'est un partage de gouvernance et de pratiques pour faire évoluer l'ensemble de cette culture. Et on constate depuis longtemps les fonds d'investissement qui sont investis dans le sport aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays. Mais ensuite, on voit le vague qui arrive en France, un terrain qui attire les fonds d'investissement. Et ça aussi, ça va faire évoluer les exigences en termes de gouvernance au sein de milieux sportifs. Mais ce sont des évolutions positives dont le monde amateur et professionnel vont bénéficier. Voilà, on va marquer une nouvelle pause dans ces rencontres de l'hémicycle. Je vais remercier Marie Doha, Philippe Bana d'être passé nous voir et on se revoit tout à l'heure. Il y a un point commun, me semble-t-il, cher Philippe, sauf si vous me démentez avant qu'on marque cette pause, entre le handball et le rugby, puisque je suis très content que Franck Ménel soit là, c'est le partage des valeurs du collectif. Alors peut-être que Franck nous dira que le rugby, c'est un sport un peu plus de combat que le hand. Quoique, quand vous avez été arrière-gauche de hand en poussin, mon cher Philippe, vous prenez les coups. On marque une petite pause et on se retrouve tout de suite.
retour dans les rencontres de l'hémicycle dédié entièrement au sport. On a beaucoup parlé avec la ministre Amélie Oudéa-Castéra de Jeux Olympiques et Paralympiques. On va parler aussi de rugby parce qu'évidemment, il y a une Coupe du Monde cet automne. Je suis très heureux d'accueillir, en plus de Marc et de la ministre, sur ce plateau, Mathieu Gabet, qui est le président d'EPOCA. Et puis aussi, bien sûr, Franck Ménel. Bon, je ne vais pas le faire rougir tout de suite. Après tout, le logo est rose, donc ça va être difficile. Mais une légende du rugby français, champion de France. Merci Eric. Finaliste malheureux en Coupe du Monde face aux All Blacks. Mais là, cette année, on va les battre, c'est obligatoire. Et puis aussi notre ami Germain Simon, qui est un ancien tennisman de très haut niveau aussi, et qui est le patron fondateur de Cali. Là, on parlera de coaching personnel, ou comment vivre ces Jeux Olympiques aussi pour soi, même si on n'est pas un athlète de haut niveau. Franck, je vais commencer avec vous. Donc, rugbyman, je te le disais tout à l'heure, tu n'as pas bougé. Hein. T'as pas bougé, t'as pas bougé. C'est parce que tu vois rien. Non, oui, non, mais d'accord. Mais avant, je ne voyais rien non plus. Donc, alors, tu as un parcours absolument hallucinant de sportif de très haut niveau. Évidemment, tout le monde se souvient, tout le monde a en tête, on sait ce que c'est, Franck Ménel. Je disais, peut-être qu'au poste qui était le tien, tu as incarné une façon très moderne de faire du rugby à ton époque. C'est ce qu'ont dit les spécialistes, que je ne suis pas, donc je reprends simplement leurs termes. Oui, et puis, tu es un businessman successful avec Eden Park. Bon, voilà. Donc, quand on a un événement comme la Coupe du Monde de rugby, on se dit, il faut que la France soit championne du monde parce qu'on a la meilleure équipe, ou alors c'est bon pour le business et c'est bon pour le développement si elle en a besoin de la marque. Pour rebondir sur le débat général, honnêtement, si on fait les efforts qu'il faut, le reste vient. Enfin, c'est pas de la fausse humilité ou quelque chose qui émane d'une condition de sportif de haut niveau, mais ça vient tout seul. J'écoutais tout à l'heure avec attention le débat général et je trouve qu'il n'y a que des avocats ici du sport. Il n'y a que des gens qui sont passionnés, qui sont dingues, qui sont les statistiques qui nous sautent aux yeux. Donc, c'est absolument pas pour vous, Madame la Ministre, parce que je sais que vous faites tout ce que vous pouvez. Mais à quel moment le sport va rentrer dans l'éducation ? Puisque si on cesse de déployer et d'expliquer les bienfaits du sport dans les entreprises, pourquoi ne copie-t-on pas, parce que toi tu en as pris un petit peu tout à l'heure dans la tronche, mais en tant qu'anglais, mais prenons votre pays comme exemple et l'éducation qu'on arrive à générer dans ton pays ou aux États-Unis aujourd'hui. À un moment donné, pourquoi toutes ces valeurs, on ne les intègre pas un jour? Je suis certain que c'est le rêve de Madame la Ministre de voir ce rapprochement de nouveau entre le sport et l'éducation. Pourquoi toutes ces vertus aujourd'hui continuent à être défendues par des avocats qui sont là? On est tous comme des fous sur les Jeux, sur la Coupe du Monde de rugby qui sera l'antichambre des Jeux Olympiques. Vous pouvez vous entraîner comme ça, et puis on essaiera de tirer un truc bien pour les Jeux Olympiques derrière. Mais d'ailleurs, pour la sécurité, nous, le seul risque qu'on pourra avoir éventuellement, c'est de prendre du 12 ans d'âge sur la tronche. C'est le seul risque au niveau de la sécurité dans les tribunes. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Et c'est signé, je peux vous le dire, il y a zéro problème de sécurité. Non, bien sûr. Voilà. Et c'est natif. Et parce que le rugby véhicule des valeurs que le renvoie le supporter. Et voilà, et ça m'embête de dire tellement de bien des Anglais là-dessus. Mais je suis obligé de reconnaître votre talent et ce que vous arrivez à générer. Donc j'espère qu'un jour, on arrivera à rassembler un petit peu tout ce monde parce que c'est ultra efficace dans les entreprises, Amélie, dans le... Oudéa-Castéra, c'est un vrai sujet qu'on pouvait aborder. Et c'est vrai, ma mémoire ne me fait pas défaut. Là, tout à l'heure, quand vous avez expliqué avec vos collègues avec lesquels vous travaillez, vous avez parlé du ministre de l'Intérieur, vous avez parlé du ministre du Travail, vous n'avez pas parlé du ministre de l'Éducation. Et pourtant, je travaille beaucoup avec lui. Et moi, je suis absolument d'accord. Je pense que c'est la mère des batailles, le sport à l'école. Je pense que c'est la mère des batailles. Et dans ce pays qui a beaucoup valorisé la culture et ses artistes, il y a 4 trains de retard sur la valorisation du sport et de ses athlètes. Et il faut que... J'ai la même rage dans le ventre. Il faut que ce truc vraiment change. Mais comment fait-on? Il faut on a besoin de budget, on a besoin de bénévoles, on a besoin d'infrastructures. On commence dès l'école primaire. C'est la généralisation de au moins 30 minutes d'activité physique quotidienne, en disant aux professeurs des écoles, ne soyez pas timides. Vous pouvez complètement faire bouger votre classe. Les enfants vont mieux travailler après, ils seront mieux dans leur peau, ils se seront dépensés. J'avais un témoignage d'une école à Nogent-sur-Marne l'autre jour, la petite nous disait, mais on se dispute moins depuis qu'on fait les 30 minutes d'activité physique quotidienne.
Ensuite, il y a ce qu'on doit faire au collège. Il y a une urgence sanitaire chez nos collégiens. Leurs conditions physiques se sont dégradées à hauteur de 25% en 40 ans. Fédération française de cardiologie, on le voit. On a un tiers des lycéennes qui ne font plus de sport en classe de 3e. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire la chasse aux dispenses et il faut trouver les passerelles à construire avec les clubs. On a 180 000 associations sportives où tu as des éducateurs qui ne demandent qu'à s'occuper bien de notre jeunesse. Alors, qu'est-ce qui coince, Madame la Ministre? Qu'est-ce qui coince? C'est les moyens? C'est l'éducation nationale qui demeure une forteresse? C'est d'y aller tous ensemble, parce que pour réussir, par exemple, les 2 heures de plus par semaine de sport pour les collégiens, il faut qu'il y ait les départements à bord, c'est eux, les collèges. Il faut qu'il y ait les régions qui nous aident pour que la brique transport soit une solution pour les familles. Il faut que l'éducation nationale fasse sa part en libérant du temps dans les emplois du temps. C'est ce qu'on a réussi à faire dans un peu moins de 180 collèges. On va monter en puissance à 700 à la rentrée prochaine. C'est cette addition des énergies. Et puis, c'est y compris pour les enfants en situation de handicap. On a 400 000 enfants qui sont scolarisés en milieu scolaire. Beaucoup trop sont dispensés aujourd'hui. Alors que les personnes qui connaissent bien ces situations de vie, notamment la patronne du comité paralympique, dit mais on ne peut pas faire ça. C'est les priver d'une source de fortification, de bien-être. Et après, pour des jeunes enfants qui ont un talent dans le sport, là, moi, j'ai passé 2 heures en réunion hier sur ces sujets-là hier soir. Il faut absolument qu'on multiplie par 2, par 3 l'offre d'établissements à horaires aménagés. Et que nos gamins, comme au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, ils sortent à 13h ou à 14h et qu'ils aient une après-midi pour faire du sport. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils finissent à 5h, ils ont 50 minutes pour rejoindre leur terrain d'entraînement, ils s'entraînent, ils se prennent les 40 minutes de l'autre côté pour revenir chez eux, il y a les devoirs, ils dînent et c'est mort. Ça tient 3 mois et ça explose. Donc il faut qu'on fasse bouger les lignes aussi de nos rythmes scolaires sur ces sujets-là. Moi, c'est ma conviction, c'est un combat. J'ai bénéficié de ça quand j'étais petite et je souhaite que beaucoup plus d'enfants aujourd'hui cessent d'être mis devant une impasse consistant à dire bah non, tu choisis, c'est soit les études, soit le sport, ou alors tu pars aux États-Unis. C'est plus possible. Franck Ménel, je vais vous contrarier un peu. Très bien, le sport, dans l'éducation, on voit bien ce que ça peut avoir de bénéfique. Mais j'allais dire, pas n'importe quel sport. Si. Ah, alors attendez, je vous pose la question, parce que vous, quand vous parlez rugby, vous dites souvent, on a des valeurs, c'est un sport de combat. Ce sont les mêmes que celles du handball, mais est-ce que c'est les mêmes que celles du football ou que celle du tennis? Il y a quelques bricoles qu'il faudrait changer. Il y a quelques bricoles, Bah oui, dans la mesure où le football est le plus grand parti politique au monde, et je trouve insensé qu'on ne change pas 2-3 règles, parce qu'ils ont un message à faire passer. J'adore le foot, je suis dingue de sport de toute façon. Mais ça c'est une première remarque. Maintenant, sur le sport, ce qui est très marrant, c'est que les sports, aussi bien celui de Philippe, le handball, que le tennis ou le rugby, on met en avant tout simplement, avec une forme de pudeur où on met en avant les valeurs dont on n'ose plus parler aujourd'hui. La souffrance, l'engagement, le travail. Je ne suis pas en train de faire mon vieux réac. À 60 ans, je continue à être hyper enthousiaste. Je suis un entrepreneur et j'ai envie que les choses bougent et j'aimerais, et je responsabilise personne. Je pense que c'est la France qui doit se bouger maintenant un peu les fesses et remettre un peu l'église au milieu du village. Sinon, on va se faire bouffer par tout le monde. Et le sport est un truc démentiel, quoi. C'est un truc qui donne envie, c'est un truc qui est motivant. Et je suis un peu excessif dans mes mots, mais je crois tellement ça. Enfin, alors c'est vrai, la caricature de 30 débiles sur un terrain vert qui se bagarrent pour un morceau de barbac pour aller d'une ligne à l'autre. Bon, vous avez organisé ça un peu mieux que la Soule, et merci les Anglais encore une fois. Mais à l'arrivée, ça génère 0 problème. Vous mettez des gens d'obédience religieuse différente, sociale, politique, vous les mettez tous ensemble sur un truc et vous leur demandez de trouver une solution. Alors, il faut faire attention parce que le rugby et les sports de combat collectif, handball, hockey sur glace ou même tennis en équipe, mettent en valeur potentiellement l'intégrité physique des gens. Alors c'est facile, ça veut dire que si jamais tu passes pas ta balle, tu termines à la salpêtrière. C'est facile de répondre et de bien faire la passe parce que c'est dangereux, c'est engageant. Mais finalement, ce sont les valeurs dont tout le monde parle, ce sont les valeurs avec lesquelles on élève nos enfants, tous.
par ces triggers, par ce truc. C'est pas des gros mots, c'est fini. Il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Oui, le temps libre, oui, les RTT, oui, les machins, oui, le télétravail, etc. Mais j'ai toujours l'impression dans notre pays qu'on fait 180 degrés. On passe de la pensée unique à autre chose, on s'en aperçoit 20 ans après, on rebascule, et je pense qu'on n'écoute pas assez. Je suis désolé, tu es en face de moi, donc tu es obligé de... Voilà, mais on n'écoute pas assez. Et vous le savez, Madame la Ministre, vous avez voyagé partout dans le monde. Il faut aller piquer toutes les bonnes idées qu'il y a dans le monde. Et on va faire réaccélérer notre pays. Mathieu Gabet, un mot. Alors bon, vous faites du kitesurf, je sais. Bon, un bon niveau, hein. Franck aussi. Oui, je sais. Moi, Mais donc, vous dirigez EPOCA, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont vos clientes. Est-ce que ce qu'on disait tout à l'heure se vérifie? C'est-à-dire, il y a une demande de partage des valeurs des entreprises pour faire progresser, changer leur image grâce à une Coupe du Monde de rugby ou grâce à des Jeux Olympiques? Alors je pense qu'il y a une demande, mais aujourd'hui, il y a urgence. Les Jeux Olympiques, c'est dans 1 an et demi. La Coupe du Monde du rugby, c'est dans quelques mois maintenant. Alors comme le disait Franck, ça va servir de test, la Coupe du Monde de rugby. Mais je pense qu'il faut vraiment y aller et qu'on a une occasion unique de faire bouger les lignes. On est quand même dans un contexte économique, social, politique extrêmement compliquée, une inflation qui masque, à mon sens, des problématiques économiques lourdes de notre pays et de façon plus globale. On a une occasion unique de faire bouger les lignes. Pour les JO de 2012, j'étais tout jeune, on avait une toute petite entreprise qui est devenue EPOCA aujourd'hui. On a eu la chance d'accompagner la candidature des JO, on avait pleuré quand ils avaient perdu, etc. Mais on avait monté un truc tout bête, on avait monté un relais au sein des PME françaises pour faire en sorte qu'il y en ait un maximum qui soutiennent la candidature des JO de Paris. On avait fait ça par fax, ça va vous faire rigoler aujourd'hui, parce que le fax aujourd'hui, plus personne ne sait ce que c'est. On avait eu des centaines d'entreprises qui avaient donné 1 000 € pour être derrière la candidature. Qu'est-ce qu'on attend pour se mettre véritablement en mouvement de façon collective, ensemble, que ce soit les grands partenaires, les partenaires évidemment des JO principaux, les partenaires de la candidature, enfin plutôt des JO 2024 à Paris, mais aussi toutes les autres entreprises derrière, parce qu'il faut qu'on embarque les salariés, les jeunes demain. Évidemment, il y a le sujet de la jeunesse et du sport. Moi, mes gamins à Paris aujourd'hui, faire du sport, c'est d'une complexité incroyable. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on embarque. Il y a une vraie attente, il y a une vraie volonté, je pense, des entreprises qui ne savent pas forcément comment prendre le sujet. On a aussi des sportifs très talentueux ou anciens sportifs qui sont prêts à s'investir, qui sont prêts à être avec les entreprises, avec les institutions. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de monter comme offre chez EPOCA, parce qu'il y a cette attente, il y a ce besoin-là. Mais il va falloir que collectivement on y aille pour réussir dans 16 mois et repartir. C'est ça qu'on retiendra. On peut parler de l'héritage, on peut parler des sujets d'inclusion économique autour des JO, mais ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse ces 16 mois qui viennent pour monter très fortement en puissance. C'est ça qu'on retiendra. On n'est pas encore monté tout à fait en puissance, Madame la Ministre? Ça dépend de quel point de vue. Sur la mobilisation des équipes qui organisent les Jeux, si, clairement, on est absolument au taquet. Et l'agenda est lourd. Donc il y a vraiment ce sentiment d'urgence, ce compte à rebours implacable, etc. Sur l'engouement, je pense qu'il doit monter en puissance dans les territoires. Et ça va venir parce qu'on a des bons outils. Bon, il y a déjà ce truc extraordinaire que sera le relais de la flamme. À partir de mai 2024, ça va quand même rayonner dans les territoires, etc. Il y a nos zones de célébration, les clubs 2024. Il y a les labels terre de jeu par lesquels on peut engager les Français vers davantage de pratiques sportives dans les territoires avec les collectivités. Donc on a pas mal d'éléments comme ça. Et moi, ce qui me ravit, c'est que le président de la République ait décidé de faire en 2024 de la promotion de l'activité physique et sportive la grande cause. Donc si en 2024, après une Coupe du Monde victorieuse, réussie et victorieuse, avec la grande cause, dans la France des Jeux, qu'on n'a pas reçu pour le volley olympique depuis un siècle et qu'on va recevoir pour accueillir pour la première fois de notre histoire sur le volley paralympique. Si là, on ne bouge pas, c'est qu'on a un problème. Mais les stats sont assez encourageantes. Moi, je voudrais quand même le dire parce que j'ai pas toujours des bonnes nouvelles sur mon bureau, mais l'enquête récente d'un organisme qui s'appelle l'INJEP, qui surveille de très près l'évolution des pratiques, on a pris 7 points de pratiques en plus, hommes et femmes confondus, y compris aussi un peu plus bas, mais les personnes en situation de handicap, depuis le Covid. Parce que les gens savent que c'est bon pour leur santé. Ils ont retrouvé l'envie d'aller dehors, de construire des choses, de retrouver des collectifs. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'en entreprise, c'est majeur.
on parle de qualité de vie au travail, de la nécessité de reconstituer des collectifs, s'inscrire avec des collègues à une course solidaire, faire un petit cours de Zumba dans la salle de gym avec d'autres, ça met une pêche d'enfer. Et moi, les entreprises par lesquelles je suis passée, qui avaient investi dans ces capacités, ne l'ont jamais regretté. Donc il faut qu'on mette en place tout ça. Mais moi, je suis optimiste parce qu'on a beaucoup de belles entreprises françaises qui sont derrière ces Jeux. On en a aussi derrière la Coupe du Monde de rugby. Je pense que le pays est mûr et qu'on se rend compte que le sport, c'est une valeur d'avenir. Le sport, c'est en soi du développement durable. C'est en soi du développement durable. Germain Simon, je vous ai invité à cette table. Vous êtes le DG de Cali. Alors, ça m'intéresse beaucoup parce que bon, vous avez été sportif de haut niveau, tennisman, etc. Et là, vous êtes lancé dans une expérience qui mérite qu'on s'y arrête. Quand je regarde la baseline de ce que vous faites, c'est vivre son expérience olympique à soi et en tirer des bénéfices réutilisables pour son quotidien. Donc, ça rejoint un peu la problématique. Complètement, on entend le mot performance durable aujourd'hui, mais je crois qu'il faut aussi recentrer la manière dont on raconte l'histoire du sport et comment on communique sur notre sport. Et là, je vais prêcher ma paroisse, mais on oublie souvent que le sport, on a beaucoup associé ça à la dimension corporelle et physique, et c'est vrai, c'est un vrai enjeu de santé, mais il y a aussi tout ce volet mental et la santé mentale. Et aujourd'hui, on voit que le monde de l'entreprise s'est ouvert à cette dimension-là à travers les soft skills, à travers tout ce qui est comportemental, gestion des émotions, intelligence émotionnelle, toutes ces choses-là. Et je crois que dans le sport aussi, on a cette évolution à faire en interne, c'est-à-dire de relier ce que vivent les sportifs de haut niveau à ce qui se passe dans leur tête et comment en fait le sport nous contraint à une obligation d'évoluer mentalement. Et en fait, l'idée de ce qu'on a créé, nous on appelle ça des mental building, c'est l'idée de dire c'est bien de raconter ce qui se passe, c'est bien de l'expliquer, mais mettons un short, allons face à un mur d'escalade, allons sur un terrain de golf. Et vivons une expérience dans une dimension mentale avec un expert qui vous accompagne à comprendre ce qui se passe dans votre cerveau parce qu'en fait, l'émotion vécue sur un terrain sportif, mais c'est la même qu'on va retrouver en entreprise et qu'on va avoir du mal à gérer. Parce que tout ça, c'est très émotionnel en fait. Et les Jeux Olympiques, heureusement, ça va être un vecteur émotionnel très fort. Et c'est là où on va se rassembler. Et ça peut aussi nous diviser lorsqu'on ne les maîtrise pas. Donc voilà, le mental building, c'est ça, c'est être accompagné sur un terrain sportif avec un expert de la dimension mentale pour aller vers la connaissance de soi. Et pour finir, je dirais la performance durable qui est cachée derrière, je crois qu'elle est là en fait, elle est dans la connaissance de soi quotidienne et les outils concrets, transférables dans nos quotidiens parce qu'en fait on évolue peu dans nos mécaniques. On parle de l'école, on est assis sur une chaise, ça ne fonctionne pas cérébralement. On parle de l'entreprise, il faut du mouvement à un moment et notre cerveau en a besoin. Et par cette lecture, en fait, si on fait cette lecture scientifique, on arrive à se dire, oui, en fait, la clé, elle est aussi là. Et c'est pour ça que les sportifs de haut niveau, aujourd'hui, ont une vraie valeur pour nous et qu'il faut s'en inspirer. Alors, ce qui est très important aussi, et la ministre l'a abordé, c'est finalement l'intégralité du pays va bénéficier de ces Jeux Olympiques, mais pas seulement en termes de retombées économiques, mais aussi parce que des régions vont se mobiliser. Bon, nous, à La Rochelle, malheureusement, on n'a pas eu la voile, donc c'est Marseille. À Châteauroux, dont vous êtes originaire, vous avez le tir. Et oui, Châteauroux est une ville olympique. Châteauroux est une ville olympique. C'est incroyable. Si ça, c'est pas les valeurs olympiques. Et paralympiques, bien sûr. Les deux, en plus, parce qu'il mais va y oui, avoir le complètement. tir et le paratir. Complètement. Alors, Châteauroux, ville olympique et paralympique. C'est extraordinaire, c'est bien la preuve que vous connaissez le système, l'équipe de foot existe et avec il un marche. président célèbre. Voilà. Oui. Michel voilà, Denisot, tout à fait. Voilà, c'est presque pour moi, en tant que jeune, étant né là-bas, c'est presque un rêve qui n'était même pas imaginable, c'est incroyable. Ça va être les jeux c'est la les preuve plus des territoires. décentralisés de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est ça. 7 régions, 11 départements, où il y a jusqu'à la Polynésie française où on a le surf. Mais je crois qu'il y a énormément d'attentes dans ces Jeux Olympiques-là, de se dire c'est nos Jeux Olympiques, c'est pas que les Jeux Olympiques de Paris. Marc Wayette, on va parler aussi un peu entreprise, puis je vais aussi poser une question au patron d'Eden Park. Bon, oui, parce que on peut être un sportif accompli et avoir réussi son saut qualitatif vers le business. Ça, c'est aussi intéressant. Est-ce que aujourd'hui, vous qui êtes anglais, et c'est une qualité pour nous Français, puisque vous avez forcément un œil qui n'est pas complaisant, est-ce que vous considérez que, comme le disait Mathieu Gabet, les entreprises, le collectif, la fierté d'être français va être aussi forte que ce que j'ai vécu à Londres pour les Jeux Olympiques? J'avais l'impression qu'il y avait un peuple qui était derrière. C'est important pour la cohésion sociale. Est-ce que vous avez le sentiment que la France, avec les difficultés qu'elle traverse, peut faire des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde de rugby un tremplin vers le raccommodage des fractures, comme disait Philippe Bana, ou vers une plus grande solidarité dont on a besoin?
Moi, je suis convaincu que oui. On a déjà démontré par le passé, pour le Coupe du Monde de foot, chose que les Anglais n'ont pas gagnée depuis quelques années. Vous avez failli, vous avez failli nous battre. Oui. Mais bon, on le voit avec le foot, on voit également avec le rugby. Ouais. On invite souvent Fabien Galtier, je lui salue, chez nous, KPMG, pour partager son expérience avec les choses qu'il a fait, pour construire cette équipe magnifique. Et moi, je suis convaincu que le terrain de sport et de foot, c'est un endroit où on peut fédérer les Français. On oublie les fractures sociales. C'est un élément d'inclusion, de diversity, de parité. Et je pense que les Français ils vont être derrière ces deux grands événements sportifs et ils vont être très fiers. Est-ce que je peux juste revenir sur les questions culturelles, les différences entre les Français et les Anglais et l'éducation? Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment... J'introduis la balle et vous ne poussez pas avant l'introduction. Allez-y. Non, parce que j'ai passé la moitié de ma vie en France. Donc, je considère que je suis français en voie de conversion et je vois beaucoup de qualités. Et cette qualité intellectuelle dans le système d'éducation qui crée beaucoup de nos enfants et qui nous pousse à un très haut niveau avec un système d'éducation. Mais je vois également des défauts parce que moi, avec un trouble de déficit d'attention, le sport, ça m'a sauvé à l'école sur le terrain de cricket, un sport que vous pratiquez un peu moins. On connaît le rugby ou le tennis. Donc, comment on change les choses? Oui, c'est une partie de l'école. Vous faites du sport tous les jours, d'ailleurs. Moi, je suis obligé de faire 1 heure de sport par jour, sinon je deviens dingue. Sinon, mes employés ne me supportent pas. Mais je pense qu'il faut aussi valoriser nos sportifs de haut niveau. On est très fiers quand ils gagnent des compétitions, mais pour les joueurs de tennis autour de la table, je pense qu'il y a 95% des matchs que vous perdez. Donc en France, on a du mal avec le droit à l'échec dans le milieu scolaire et dans le milieu sportif, on apprend l'échec. Et dans l'entreprise, on a droit à l'échec aussi. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut valoriser les sportifs. Et là, je fais appel aux entreprises, des PME. Il y a des packs de performance. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui vivent en dessous d'un certain seuil, même du SMIC aujourd'hui, qui nécessitent un financement et qui peuvent partager les valeurs. Donc si on arrive à valoriser les sportifs, on a quelques rôles modèles au sein de nos entreprises, on peut faire progresser le sport et je pense que dans le système d'éducation, ça va suivre. Dans le monde américain ou anglo-saxon, le passage entre les collèges de haut niveau et les entreprises est très fréquent. Dans une fac américaine, non pas sur son niveau scolaire, mais parce qu'on a un super niveau sportif. Oui. Ouais. Et dans ce monde où l'intelligence scolaire avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, va moins primer, cette intelligence émotionnelle qu'on apprend quand on se lève à 5 heures du matin pour aller faire de l'entraînement dans une piscine froide, c'est quelque chose qui se translate aussi dans le monde d'entreprise. Alors, entreprise, Franck Meynell, Eden Park, on est tous admiratifs quand même, parce que tout le monde connaît la marque. Ah ben si, je pense même, j'ai regardé, j'ai un polo Eden Park. Vous voyez, j'en ai acheté un. Merci Eric. Comment est-ce que, à partir d'un événement alors, qui est pour vous, quoi, une Coupe du Monde de rugby, vous allez développer encore plus la marque? Est-ce qu'elle est assez développée? Est-ce que vous comptez l'exposer encore plus internationalement? Je ne sais pas si elle l'est ou pas. Bref, qu'est-ce que vous attendez de cette Coupe du Monde? Après, je vous poserai la question qui tue ainsi qu'à la ministre sur le résultat. Mais d'abord la marque. D'abord la marque, et je voulais juste rebondir. Voilà, il n'y a pas de débat, mais il ne faut pas que le sport soit un système de raccommodage ou un sparadrap. Et j'arrête avec ça. Après, je vous promets. Mais voilà, si au plus vite, le gouvernement pouvait se mettre au boulot sur l'éducation, on va gagner du temps. Hein. On va gagner beaucoup de temps. Parce qu'on a, voilà, encore une fois, on défend les vertus du truc. Mais pendant que tout le monde réfléchit, allons-y, quoi, plongeons, secons, bougeons le mammouth, quoi. Et pour Eden Park, eh bien, merci pour cette question. Expliquez-nous un peu ce que vous avez mis en place. J'ai mon équipe de communication qui est partiellement avec moi aujourd'hui. On est avocat. Si tout se passe bien, ça se passera très bien pour la marque. On va en parler davantage. On va bien sûr saisir l'opportunité de pouvoir en faire parler. Mais je suis encore dans une position d'avocat en espérant que cette Coupe du Monde se passe le mieux possible. Vous savez que c'est un univers un peu particulier, le rugby, qui est c'est un peu une nomenclature. Ça évolue énormément. Vous faites évoluer les choses, Madame la Ministre, et c'est très bien. Tous les mots en ING aujourd'hui doivent rentrer dans le rugby français. Là aussi, parfois, on a un peu de mal en France parce qu'il y a beaucoup de segmentation, beaucoup de régions, beaucoup de fiertés diverses et variées.
si à la fin tout ce petit monde arrive à travailler ensemble autour de cette équipe de France nouvelle, avec un boulot phénoménal qui est fait d'ailleurs, et je salue aussi Fabien Galtier qui a eu un sens de l'ouverture en allant chercher notamment un défenseur gallois qui est connu dans le monde entier. Et voilà, cette ouverture d'aller chercher ce qu'il y a de bien chez les autres, je ne me fais pas trop de soucis. En tout cas, j'espère comme tout le monde. Il y a pas mal de sportifs ici, donc vous savez que les derniers matchs, rien n'est sûr. Il y a des facteurs qui vous poussent un jour à gagner, à soulever le Graal. Je suis devenu suffisamment vieux. Pendant un certain temps, je ne voulais pas que la France gagne la Coupe du Monde parce que je l'avais loupé, moi. Et donc, parfois, de temps en temps, j'étais un peu aigri, etc. Et aujourd'hui, je suis tellement vieux que je me dis, avant de passer l'arme à gauche, j'aimerais bien voir l'équipe de France soulever le truc. Franck, suivant que la France gagne la Coupe du Monde ou pas, ça a un impact sur Eden Park ou pas? D'une manière générale, sous le contrôle de Véronique Valette, ma directrice de communication, je vous dirais que lorsque l'équipe de France de rugby ne va pas bien, ça n'impacte pas du tout la marque qui est assise sur des valeurs sportives d'une manière générale, et puis aussi sur le côté chic sport, marque française sympa qui s'exporte pas mal. En revanche, je vous confirme que dès qu'il y a un événement comme par exemple la Coupe du Monde ou même simplement au niveau du tournoi destination, une variable positive de l'équipe de France nous fait beaucoup de bien, c'est évident. Donc j'attends beaucoup de la Coupe du Monde et d'ailleurs Véronique s'est engagée avec des budgets assez importants. On va peut-être même faire du billboard à la télévision, ce qui serait une nouveauté pour Eden Park. Mais on va profiter de cet événement bien entendu pour essayer de participer à ce pré-événement qui nous permettra, j'espère, de réussir des Jeux Olympiques dans la foulée phénoménaux, puisque nous aussi, on a un petit œil sur les Jeux Olympiques, puisque le rugby à 7 existe et que ça nous intéresse énormément. Et l'esprit olympique est quelque chose auquel on est tous rattachés. Donc oui, je suis ravi et nous en profiterons. Madame la ministre, dernière question avant de clore cette table ronde, avant que je vous demande aussi aux uns et aux autres vos pronostics, puisque personne n'y échappera forcément, et on demandera aussi à nos amis anglais. Il y a un truc fabuleux quand même pendant les Jeux Olympiques. C'est une banalité, une lapalissade, mais il faut le signaler parce que tout à chacun, on se surprend à le faire. C'est que des sports qu'on ne suit jamais, du tir à l'arc, du water polo, j'espère qu'il n'y a pas trop de joueurs de water polo. En fait, on peut passer des heures pendant les Jeux Olympiques à regarder du tir à 10 mètres à la capsule, du plongeon, des trucs. Et on se dit, donc ça veut dire qu'on est quand même fier de ce qu'on est, on est fier du pays auquel on appartient. Parce que ces sports, le restant du temps, on les ignore totalement. Absolument. Et on l'a vu, là, dans cette première phase de billetterie, il y a 879 épreuves olympiques, paralympiques. On a à peu près 54 disciplines sportives. Et on a vu qu'il y a des disciplines pas centrales dans l'histoire sportive de la nation. Ils sont partis comme des petits pains, les billets, parce qu'il y avait un engouement pour ça. Et en plus, là, on a, dans les disciplines qui ont été choisies pour le programme des Jeux de Paris, le breaking, ça va être enthousiasmant. C'est la première fois qu'on a le breakdance au programme des Jeux. On va avoir du skateboard, on va avoir de l'escalade. C'est absolument génial, on en parlait tout à l'heure. On va avoir du BMX freestyle sur la place de la Concorde. On va danser. Nous, à notre époque, on parlait c'est une variante du Smurf. Mais le breaking à la Concorde, ça va devant l'obélisque, ça va quand même être juste géant. Donc cet engouement, oui, et c'est la magie des Jeux. C'est le côté universel du sport et de la découverte des sports. C'est pour ça que moi, je suis contente. On peut avoir une billetterie populaire. On va emmener les enfants aussi voir les Jeux paralympiques. Nos scolaires, ils vont aller admirer ces athlètes qui surmontent en plus, pas seulement un adversaire, un contexte, mais en plus ce handicap en battant des records de manière exceptionnelle. Donc oui, c'est la vertu éducative de ça. Moi, je voulais quand même dire qu'on a lundi entendu le président de la République quand il a son chapitre sur la dimension service public, l'école, la santé. Il a mis en avant le sport à l'école. Et c'est quand même assez inédit qu'un président de la République porte à ce niveau d'intervention cette vision-là. Il sait, comme nous, que c'est la mère des batailles, qu'il faut qu'on avance, qu'il faut qu'on accélère. Avec nos professeurs de PS, avec les professeurs des écoles, avec les clubs et avec les athlètes. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Londres avait magnifiquement réussi la promotion de Team GB. Tout le monde connaissait, avant même qu'ils commencent les épreuves, la nation britannique connaissait ses champions. Nous, il faut qu'on arrive à utiliser les 15 mois qui viennent pour faire connaître l'ensemble de nos équipes, y compris plongeon, badminton, water polo. Ah, on a des stars, ils méritent de rayonner.
On a des enjeux économiques, c'est sûr, on a des enjeux sociétaux, on a des enjeux sportifs, on a des enjeux d'éducation, mais on a aussi des enjeux de communication autour de ces JO. Et ça, il faut vraiment bien le garder en ligne de mire, à mon sens. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui doivent se l'approprier et qui doivent le vivre. C'est formidable, effectivement, que Franck Keidenpark, qui a une marque formidable, puisse effectivement s'appuyer dessus, en bénéficier. C'est des valeurs incroyables aussi à démultiplier en interne. Et on se doit de créer ça pour toutes les tailles d'entreprises. Et je pense que plus nos entreprises seront impliquées dans ces dispositifs, plus on sera fort et plus ça nous permettra de réussir à tous les niveaux, effectivement, ces enjeux-là. Il y a plein de dispositifs qui peuvent être mis en place par rapport à tout ça. Ok, Franck. L'essentiel, c'est de gagner. Alors justement, C'est un petit clin d'œil pour notre pote on Coubertin. est favori, on n'est pas outsider, ça veut dire qu'on ne va pas la gagner, cette Coupe du Monde de rugby. Ça, il faut gagner. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour Coubertin, parce qu'à un bout d'un moment, ça vous fait marrer, vous les Anglais. Hein. Le mec a dit l'essentiel, c'est de participer. Non, non, il faut gagner. Et donc, voilà, je pense qu'on est prédisposé. Il y a une génération, alors je ne parle là que de la Coupe du Monde, et bien entendu, je souhaite vraiment un maximum de médailles au jeu, mais c'est vrai qu'il y a une génération actuelle qui est assez extraordinaire, qui sait aborder les événements de très très haut niveau sans trop tenir compte du facteur affectif. Moi, ma génération, c'était 50% de préparation physique et technique et 50% d'affectif. Aujourd'hui, l'affectif doit continuer d'exister pour des très très grands événements, mais je pense que cette équipe n'a jamais été aussi prête de le faire. Donc spécialiste anglais du ballon ovale. Gagner, c'est important, mais je pense que même les Anglais, ils ont apprécié le jeu des Français lors de la dernière fois, match. visiblement, oui. Ils ont apprécié tant que ça, Marc, mais bon. Non, si, j'ai entendu dans le notre stade. féminine retourne à Oui. Twickenham, attention. Oui, elles vont jouer la finale du tournoi Anglais, Destination ils ont contre les salué Anglais. Les Français, donc c'est le fair play aussi qui est important pour les Anglais. Mais je pense que ce qui est important, 80% du sponsoring sportif est fait par des PME en France. Donc c'est une question, si je ne suis pas grand sponsor comme on avait sur le plateau Alliance, mais comment PME, je peux être associé, poser des questions à des spécialistes. Il y a des moyens de participer au niveau régional, parce que c'est régional, c'est national, c'est tout le monde. Et c'est ça qui est formidable pour ces deux événements. Les entreprises, les salariés, tout le monde peut participer et d'en bénéficier. On a monté, Eric, une team d'ambassadeurs qui sont des sportifs qui peuvent intervenir de temps en temps en entreprise pour ceux qui ne sont pas forcément partenaires des JO. Il y a plein de choses à faire. Donc Gaël Ficou fait partie. J'étais avec lui juste avant l'émission. Je pense qu'on va gagner la Coupe du Monde. Madame la Ministre, le mot de la fin. Et puis après, on se retrouve, pour ceux qui sont en présentiel, pas pour tous ceux qui nous suivent à distance depuis le début de cette émission, on se retrouvera au 7e étage. Le mot de la fin, Madame la Ministre. Bon, l'Irlande, un gros morceau, mais on va y arriver, Franck. Hein, on va y arriver. Et puis derrière, un bis avec le rugby à 7 et notre Antoine Dupont, qui a exprimé, comme Kylian Mbappé, son envie de Jeux Olympiques. Ils vont mettre, je pense, plein d'étoiles dans les yeux de nos enfants et on en revient toujours à ça. Ça commence avec notre jeunesse. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup de nous avoir reçuis ici dans Itom des POCA. Merci au studio Victoire de nous avoir permis de faire cette émission. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles rencontres de l'hémicycle. Merci.